La pluie et le beau temps. Bonsoir à tous, vous écoutez La pluie et le beau temps, votre émission d'actu, culture et société, tous les mardis 19h-21h sur Move. Je suis toujours So Spencer et je suis avec ma team Florence et Leïla. Salut. Ça va les filles? C'est quoi l'humeur du jour? Aïe aïe aïe, moi c'est mauvais temps. Ah non. Ah bah si, je vais dire un mot, Necfeu. C'est vrai. Ouais, Bah, on a suivi l'actu. Un artiste que j'ai vraiment saigné toute ma putain d'adolescence. Et c'est pas, j'apprends qu'en fait il est accusé de violence conjugale et viol, et etc. Il a répondu dans un communiqué, mais bon. Donc je suis un peu tristoune. Du coup, tu vas arrêter d'écouter ces musiques? Bah c'est chiant parce que là sur Spotify, je me dis mais qu'est-ce qui va me rester? Moi je vais enlever mon abonnement. Ah ça d'arrêter l'abonnement, écoute, ça te fera des économies. Bon. Et voilà. Moi je suis en mauvais temps aussi. Toi aussi? On a la mort de Quincy Jones, franchement Ah. ça m'a fait quelque chose. J'avoue. Le plus gros coupeau de tous les temps. Pour ceux qui savent pas, donc c'est à lui qu'on doit l'album Off the Wall, Thriller et Bad de Michael Jackson. C'est aussi plus de 80 nominations et 28 Grammy Awards remportés, donc deuil un peu pour les amoureux de la musique. Franchement, ça a fait un coup. Après 91 ans, c'est un bel âge. Oui, très bel âge. Vie, ouais. Et très bel héritage, on va dire. Ouf, on le remercie. Et aussi, on l'a écouté tout à l'heure en off et c'était trop Ouais, bien. on s'est fait une heure de playlists de toutes les sons. On s'est bien fait les Michael Jackson là. C'était pas mal. Et bah moi, je vais mettre un peu de soleil. Écoutez, pour rester dans la catégorie de la musique noire. Demain, je vais au théâtre Bobino pour voir le musical Joséphine Baker. Ok, trop bien. J'ai trop hâte. Pour ceux qui savent pas, Joséphine Baker a été mariée à 13 ans. Elle est issue du ghetto noir du Missouri aux États-Unis. Ensuite, elle débarque très jeune en France et très vite, elle devient l'icône des années folles. Voilà, la première femme noire aussi qui s'est engagée dans la résistance. Donc, c'est une grande femme universelle. Donc, elle a même été célébrée au Panthéon. Donc, j'ai trop hâte de voir tu me diras si c'est bien. Bien sûr, et je vous le recommanderai. Voilà. Bon, vous le savez, dans La pluie et le beau temps, saison 2, on est sur de l'actu chaud, de la nostalgie, des conseils, des recos. Alors, c'est parti comme tous les mardis. Venez passer 2 heures avec nous. Vous pouvez nous écouter, mais aussi nous regarder en direct sur move.fr. La pluie et le beau temps. On est donc le 5 novembre, ça fait 5 jours que la 9e édition du Mois sans tabac a commencé. Si jamais vous n'êtes pas au courant, c'est une campagne de prévention nationale d'aide à l'arrêt du tabagisme. Elle a lieu chaque année en novembre pour inciter les fumeurs à arrêter de fumer pendant 30 jours, parce qu'on le sait, vous le savez aussi, fumer tue. Et c'est même la première cause de mortalité en France. J'ai des chiffres qui sont pas très plaisants. Avec 75 000 décès par an en France, on estime qu'il y a au moins 200 morts à cause de la clope par jour en France. Donc c'est 30 à 50% des fumeurs chroniques qui meurent d'une infection liée au tabac. Et parmi les maladies les plus graves, bien sûr, il y a le cancer qui tue chaque année 45 000 fumeurs, mais aussi les maladies cardiovasculaires qui en tuent 18 000. Donc, comment ce mois sans tabac se déroule? C'est simple. Il y a des groupes d'entraide et aussi des actions de sensibilisation pour dire aux fumeurs qu'ils ne sont pas tout seuls. D'ailleurs, on va écouter la campagne lancée par Santé publique France avec le magicien humoriste Éric Antoine. Vous avez décidé d'arrêter de fumer pendant 30 jours avec moi sans tabac. Waouh, bravo. Eric, t'étais où? Ah ben Mimi, justement, on parlait de toi. Mais t'en fais pas, rien d'intime, on parlait de moi sans tabac. D'ailleurs, comment ça se passe? Franchement, c'est super dur. Je sens que parfois je suis à 2 doigts de craquer. Ne t'en fais pas, je suis avec toi. Je suis fier de toi et bravo pour cette pause avec la cigarette. Mon conseil pour l'entourage des fumeurs, l'arrêt du tabac est un moment difficile à surmonter. Et je compte sur vous tous pour soutenir vos proches qui arrêtent de fumer. Ouais. Donc, non, ça, mais à la fin, elle est pas très sûre d'elle. Mais bon, on l'encourage, on les encourage. Et le challenge est fixé à 30 jours. Parce qu'en fait, c'est prouvé qu'après 30 jours sans tabac, il y a déjà des bénéfices sur l'ensemble du système cardiovasculaire et cérébral. Du coup, 30 jours sans fumer, c'est s'assurer 5 fois plus de chances d'arrêter de fumer, tout court, définitivement. Malheureusement, c'est vrai qu'en France, il y a toujours autant de fumeurs. Hein. D'ailleurs, selon une étude de Santé publique France du 28 mai dernier, il y a plus des 25% des 18-75 ans qui fument tous les jours. Donc concrètement, ça fait plus d'un adulte sur 4. C'est énorme. On connaît tous des fumeurs et c'est quand même beaucoup quand on sait que fumer tue et nuit gravement à la santé. Du coup, Florence, est-ce que tu penses pas que la pop culture serait un peu coupable de cette banalisation de la clope? Très bonne question. Tout ce que je peux dire, c'est que la clope fait un tabac dans les films. Oh waouh! Florence, j'ai humoriste. adoré.
J'aime trop ces jeux de mots, j'aime trop. D'ailleurs, on a tous des scènes cultes en tête. Moi, je pense au bain dans Le Mépris, sinon au porte-cigarette d'Audrey Hepburn dans Diamant sur canapé, ou encore à Marlon Brando qui emporte une derrière l'oreille dans Un tramway nommé Désir. Et dans ces exemples-là, c'est plutôt esthétique, comme un objet de parure, mais parfois c'est clairement un élément de narration, comme quand on voit une Thelma et Louise fumer pour revendiquer du coup leur indépendance. Et puis ça peut aussi être pour des raisons de cohérence. Ouais, notamment quand il s'agit d'un film d'époque, genre un biopic sur Gainsbourg sans cigarette, c'est mort. C'est impossible, oui. Mais résultat, en 2021, c'était quand même un élément présent dans 90% du cinéma français. Pour certains, ce serait finalement une sorte de publicité détournée. Alors bon, ça s'était un peu calmé, mais récemment, il y a un gros retour de ce phénomène dans la pop culture, avec des stars clope au bec qui prônent un mode de vie un peu trash à la Brat. Il y a carrément l'émergence de comptes Instagram de sig-fluenceurs, du coup, qui se plaisent à recenser des célébrités qui fument. Est-ce que pour vous, du coup, cette hype, elle est pas justifiée, mais est-ce que vous comprenez qu'on glamourise un peu ce geste, l'attitude En fait, moi, je vois tellement que le négatif de ce truc. Et je pense qu'à l'odeur, aux dents jaunes et tout, des gens qui fument. Moi, j'ai rien d'autre à rajouter. Il n'y a rien de glamour là-dedans. Moi, je trouve que c'est plutôt quand t'es charismatique que tu vas rendre cet objet charismatique, entre guillemets, mais pas l'inverse. C'est pas ça qui va te rendre charismatique. Oui, en fait, c'est ça, ouais. Et comme là, il y avait l'exemple de Marlon Brando, il a sa clope derrière l'oreille, mais en fait, un mec, je sais pas, il s'appelle Marcel, qui est dans la rue, qui a... Enfin, tu vas ça fait pas la même même chose. Mais là, dans ta poche. Ouais. Tu comprends cette hype? Oui et non, mais en même temps, comme je dis, pour moi, c'est pas l'objet qui rend une personne charismatique, quoi. Et bon, justement, le truc, c'est qu'il y a des études qui prouvent que forcément, tout ça, ça a une influence sur la consommation des spectateurs, notamment des adolescents, qui ont 2 à 3 fois plus de risques de se mettre à fumer, s'ils sont exposés à ce genre de modèle. Pourtant, fumer, comme je dis, ça ne transformera pas quelqu'un en cool kid d'un coup. Juste, tu sens mauvais, t'es fauché, tu perds des années de vie. Donc, n'essayez pas cette putain de première clope, pour devenir sexy ou transgressif. Sachant que je trouve qu'aujourd'hui, pour être transgressif, c'est plutôt de pas fumer qui tu vois, c'est ça qui est un peu et puis même la cigarette, c'est tellement l'incarnation du capitalisme finalement. Et moi, j'ai vu pendant mes recherches que généralement cette première cigarette, elle se situe autour de 13 ans. C'est quoi votre histoire avec elle, les filles? Est-ce que vous avez déjà testé En vrai, au collège, c'est grave l'âge, parce que je me souviens que les premières copines que j'ai eues qui ont testé ces merdes parce qu'elles prenaient ça dans leurs parents, là, les poches de leurs parents, c'était genre 13-14 ans, genre entre la 5e et la 4e. C'est à ce moment-là que tout le monde testait. Et moi, c'est fou parce que quand je vois des enfants genre de 12-13 ans avec une cigarette, je suis genre mais c'est choquant. Et en fait, c'est choquant. L'image, elle est visuellement, on dirait un bébé avec non, mais c'était trop le truc en mode mais vas-y, essaye. Moi, j'ai toujours détesté. Alors, faut savoir que chez moi, on est anti-clope. Mes parents ne fument pas, donc j'ai pas grandi dans ça. Donc en vrai, ça m'a toujours écœuré de ouf, et que j'étais trop la meuf relou à l'époque en mode mais pourquoi vous faites ça? Tu sais que moi, j'ai une anecdote parce que pareil, chez moi, c'est hyper diabolisé, et du coup, quand j'étais petite, j'avais trop peur de décevoir, désobéir, machin et tout. Et un jour, j'ai ma grande sœur a 8 ans de plus que moi. Un jour, je la crame sur la plage en train de fumer une cigarette. Et là, je rentre chez moi, je dis à ma mère regarde, j'avais vu là-bas, elle fait ça. Et dans ma tête, j'avais l'impression d'avoir vu un truc interdit. Enfin, vraiment un truc. C'est bien en vrai. De ouf. C'est bien d'avoir diabolisé le truc. Aïe. Mais bon, en tout cas, pour revenir au cinéma, même si c'est de l'incitation culturelle, on pourrait le dire, ça, je pense pas qu'un film ou l'art en général se doivent d'être réaliste ou moralisateur. Donc en fait, je vois pas l'intérêt de culpabiliser le cinéma. Sinon, autrement, il faudrait en fait qu'un James Bond, il repasse son permis, que... Oui, mais grave. Mais c'est vrai que... Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Moi, je suis d'accord avec toi. Par contre, on parle de la clope originelle, mais je trouve qu'aujourd'hui, dans les films, on met de plus en plus en scène la cigarette électronique. Tu vois, par exemple, là, il y a la dernière vidéo de Squeezie, qui est l'imposteur sur YouTube, qui a fait... C'est trop bien comme concept, ça. De ouf. C'est trop bien. Moi, j'ai découvert il y a pas longtemps. Squeezie, écoute-moi, je t'aime. C'est pas pour rien que c'est le premier YouTuber. Moi, je l'aime trop. Mais cette dernière vidéo, du coup, elle a fait un peu polémique, parce qu'il y a Adèle Exarchopoulos avec Alain Chabat. Donc eux, ils sont venus faire la promotion du film L'amour ouf, dont on va parler à partir de 20h. Mais cette fois-ci, c'est pas pour le film, c'est parce qu'ils sont... Donc c'est pas les blagues ou même leur talent de détective. Donc il y a l'imposteur qui a fait réagir les internautes. C'est l'utilisation de la cigarette électronique, donc la fameuse surtout puff sans prévention. Puff, comme elle dit. Ah oui. On en a parlé l'année dernière. Donc du coup, Leïla, la puff, c'est en vogue maintenant. Ouais, déjà la puff, c'est la cigarette électrique souvent colorée, proposée avec une large variété
variétés de saveurs comme marshmallow. Exactement, genre il y a Barba menthe papa. glaciale, fruits rouges, barba papa, fruits du dragon, etc. Et en fait, elle séduit les jeunes particulièrement parce qu'elle est colorée, qu'elle peut faire de la lumière et surtout c'est pas cher du tout. Et son format, il est jetable, donc ça fait que c'est un produit facile à utiliser, quoi. Mais souvent on dit que c'est une alternative moins nocive au tabac. Ouais, et ça attire les jeunes non-fumeurs ou ex-fumeurs qui veulent vapoter, entre guillemets, sans s'engager dans la cigarette. Mais attention, parce que la puff, ça a rien d'inoffensif. Ça contient de la nicotine comme la cigarette et des produits chimiques dont les effets sur la santé, en fait, ils sont encore très mal compris. Aujourd'hui, on n'a aucun recul. Et les études, elles montrent que le vapotage, il est moins toxique que le tabac, oui, mais il n'est pas du tout sans danger et ça peut provoquer des troubles respiratoires, cardiovasculaires et neurologiques. Et il y a des études qui montrent que bien que le vapotage il soit globalement moins toxique que le tabac, en fait... ça reste dangereux, ouais, quoi. Ça reste de la merde. Désolée. Mais c'est encore plus dangereux du coup pour les ados. Pour les jeunes. Ouais, parce que consommer de la nicotine quand on est ado, c'est problématique parce que ça va affecter le développement du cerveau et on risque plus facilement de devenir dépendant, comme tout ce qu'on commence quand on est très jeune, comme les drogues, il y a plein l'alcool. de jeunes qui commencent à fumer parce qu'ils ont commencé à vaper. Oui, mais en fait c'est ça. C'est un cercle vicieux de fou, tu vois. Alors que nous, quand on était jeunes, c'est l'inverse, du coup. Mais non, on fumait des cigarettes en chocolat, là. Ouais, mais tu sais que ça existe plus. Maintenant, c'est des crayons de couleur. Ouais. Ah oui, c'est vrai ça. Parce que du coup, ça incitait, tu vois. C'est vrai. Et du coup, je disais que les jeunes vapoteurs, ils étaient plus susceptibles de passer à la clope plus tard, comme tu le disais. Et la puff, elle est aussi souvent utilisée de façon assez compulsive, juste vapoter pour vapoter, parce qu'en plus, ça sent bon. Et la fumée, c'est stylé. Et en plus, tu le fais partout. Genre, Ouais. en fait, tu le fais au taf, tu le fais machin. Oui, voilà. On le voit beaucoup ici. Et même, tu le fais dans ta chambre, il n'y a pas d'odeur c'est genre vrai. de clope ou de cramé, quoi. Mais du coup, en France, depuis septembre, ils ont interdit la vente de puff. Ouais, et du coup, l'objectif, c'est vraiment de lutter contre l'initiation précoce à la nicotine, limiter les risques de passer à la cigarette plus tard, mieux contrôler les produits de vapotage et surtout réduire l'impact environnemental parce qu'on n'en a pas parlé. Mais la puff, c'est jetable, genre ça se réutilise pas et ça génère une quantité énorme de déchets plastiques. C'est vrai, ça aussi. En tout cas, si vous participez à ce mois sans tabac, vous pouvez bénéficier du e-coaching gratuit avec l'application Tabac Info Service. C'est assez simple. En plus, vous pouvez profiter d'un suivi téléphonique avec un tabacologue. Et le numéro, c'est très simple. C'est le 39 89. Novembre, c'est le mois sans tabac, un défi national collectif qui invite tous les fumeurs à passer 30 jours sans clope. Et du coup, pour cette 9e édition, à ce jour, près de 120 000 Français se sont inscrits sur le site moisanstabac-infoservice.fr. Et cette année, les outils d'aide à l'arrêt du tabac sont au centre de la campagne, notamment avec le numéro 3989 qui accompagne tout au long du mois les participants dans la démarche. Cette année aussi, il y a un slogan qui est, je cite, « Vous n'étiez pas seul quand vous avez commencé, vous ne serez pas seul pour arrêter ». Du coup, c'est vrai que la clope, c'est une addiction qui tue chaque année en France environ 75 000 personnes. Et d'ailleurs, pendant mes recherches, j'ai lu que ce qui rendait les fumeurs chimiquement accros, je vais vous donner les raisons. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous l'expliquer, de me la jouer un petit peu médecin. Vous reconnaissez ou pas? Jamais trop. C'était vraiment. Mais moi, je voulais trop voir le camion. Comment ça, t'as tout ça dans ton coffre là? Ou même aller chez lui là avec tous ses jouets. Enfin, jouets, c'est pas vraiment des jouets. Mais moi, dans ma tête, c'était vraiment des jouets. Bon, alors aujourd'hui, c'est pas Jamie, mais Dr. So Spencer. Et je vais vous expliquer en fait la nicotine dans le tabac, c'est une molécule chimique psychoactive. Donc ça veut dire qu'elle agit sur le cerveau. Et cette molécule, elle va venir se fixer sur des récepteurs du cerveau qu'on appelle les nicotiniques. Jusque-là, vous me suivez. Ces nicotiniques vont libérer de la dopamine qu'on appelle l'hormone du plaisir. Voilà. Et cette hormone-là, il va venir stimuler ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Donc en fait, c'est cette sensation de plaisir-là et de détente qu'on ressent le fumeur. Vous savez, quand il fait... genre non mais qui fait ça, t'as vu? Qui mais les ça, fumeurs ceux qui j'ai jamais fumé, mais ceux qui sortent là, qui sont en mode tu sais, ça dégoûte là, tu vois. Et en fait, cette molécule, j'ai jamais entendu. Ok, ils font pas. Non mais elle. Ils font. Oui, voilà. Quand tu souffles sur le visage là. Du coup, je voulais dire que. Ouais, voilà. Non, mais en fait, je t'explique pas. Tu vois. Et tu vois, en fait, donc, j'en prends mes explications médicales. Alors, la molécule, elle va permettre de réduire le niveau d'anxiété. Et par contre, pour toutes les personnes qui fument à côté d'un non-fumeur, en fait, nous, ça nous détend pas. En fait, je vous explique. Voilà. Parce que quand une personne inhale involontairement votre fumée dégagée là,
faut te fumer là, tu vois. Et bah elle devient fumeuse passive. Et d'ailleurs aujourd'hui, en France, il y aurait 1 million de fumeurs passifs. Donc ça fait quand même beaucoup. Est-ce que Flo, c'est quelque chose qui, sur le long terme, peut être un vrai risque pour la santé? Non, mais justement, pour lutter contre le tabagisme passif, il y a l'Union européenne qui recommande aux États membres d'élargir du coup les lieux où les cigarettes devraient être interdites. Et pour les petits malins, ça concerne aussi les cigarettes électroniques. Donc les puffs. Les puffs. Et du coup, l'idée, c'est de viser des endroits en extérieur, notamment les terrasses des établissements, type bar, café, etc. C'est quelque chose qui fait évidemment plaisir aux non-fumeurs, mais de ce que j'ai vu, un peu partout du côté des restaurateurs, c'est la panique. Ils se disent qu'en fait, il y aura beaucoup moins de fréquentation, puis en même temps, il y a très peu qui y croient parce qu'on est quand même en France, quoi. Est-ce que vous pensez que ça pourrait se faire Franchement, non. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu... surtout, nous, on habite genre à Paris, tu vois. Les gens, ils vont gueuler. Et c'est genre... terrasse mais clope. Les Parisiens vivent pour les terrasses. Il pleut, il vente, il neige, ils sont en terrasse. Mais moi, j'aimerais beaucoup. Mais d'ailleurs, quand tu regardes les témoignages des fumeurs par rapport du coup à cette potentielle mesure, mais c'est le drame de leur vie. En mode, c'est une énorme privation de liberté, patati patata. Vous en pensez quoi? Non. Moi, je trouve que je suis désolée. Les fumeurs, vous faites chier. Mais même comme t'as dit, ils s'approprient les terrasses. Et en fait, je trouve que ça permettrait aussi à ce que des gens non-fumeurs puissent enfin profiter des terrasses. Et même, je sais pas, moi je me dis, sur les terrasses, déjà, t'as plein de gens qui fument pas, t'as des enfants, et puis t'es pas obligé de venir... Parce que même si t'es pas à la table d'un fumeur, la personne elle est à côté de toi. Carrément. Et moi, tu es fumeur passif en plus. Après, moi je suis désolée, mais les fumeurs ils me font chier. Et il y a aussi beaucoup de fumeurs occasionnels qui sont maintenant, mais moi je fume qu'en soirée. Et du coup, finalement, ils pourraient arrêter peut-être si ils doivent arrêter ça. Puisqu'en fait, tu te mets en danger. Le lieu est propice encore plus à ce qu'ils reprennent. Je trouve que t'as raison, c'est juste absurde de faire subir à des gens ton autodestruction. Tu vois. D'ailleurs, en préparant le sujet, cette idée de passivité, ça me faisait grave penser aux couples fumeurs-non-fumeurs. C'est un gros dessus l'amour pour plein de gens. Genre, je crois que j'avais vu la stat 30% des gens qui sont en mode mais je ne peux pas sortir avec un fumeur. Mais du coup, la stat un peu cool, c'est qu'apparemment, il y a 65% de gens qui se disent prêts à arrêter de fumer par amour. Donc, je trouve ça assez beau. Est-ce que vous pourriez être en couple avec un fumeur, vous qui... Absolument pas. Ma phobie. Moi, juste pour l'odeur. C'est le mec idéal, mais il fume. Franchement, je le force à arrêter. Je lui mets un ultimatum, clair. Franchement. C'est mort. Moi aussi. Déjà, l'odeur, je pense que je peux pas te supporter longtemps. Ça me dégoûte. Si t'es un fumeur et que tu... Oh, je peux pas. Franchement. Toi, tu pourrais? Oui. En tout cas, pour revenir sur la cigarette en terrasse, on sait qu'en France la clope est très présente, mais il y a des pays où c'est déjà interdit. Par exemple, on peut citer le Mexique, l'Australie, la Suède, l'Espagne, entre autres. Et du coup, la France, nous, c'est un peu plus mitigé ici. En gros, ici, on a mis en place des campagnes de sensibilisation, des augmentations de prix progressives des paquets de cigarettes ou tous les produits liés au tabac, des images de prévention sur les paquets de cigarettes, etc. Mais c'est toujours beaucoup moins strict qu'à l'étranger. Par exemple, les prix des cigarettes, ils augmentent régulièrement ici, mais ça reste beaucoup plus bas que dans certains pays voisins. Et les ventes de cigarettes, elles sont encore autorisées dans les bureaux tabac, par exemple. Il y en a un peu dans toutes les rues de France, tu vois. Alors que dans d'autres pays, on va jusqu'à limiter, voire interdire la distribution de clopes, quoi. Mais est-ce que c'est à cause du poids économique de l'industrie du tabac, tout ça? En France, c'est vrai que les recettes fiscales qui viennent du tabac, elles sont essentielles pour le budget public, mais en fait, l'impact sanitaire et le coût lié aux maladies qui sont causées par le tabagisme, c'est aussi très élevé. Mais du coup, cette complexité, ça peut expliquer le fait que la France, elle continue la vente et la publicité des produits de tabac. Et il y a des experts qui estiment que l'industrie du tabac, elle utilise des stratégies pour limiter l'adoption des politiques restrictives sur la cigarette, en mettant en avant des arguments comme ça ferait perdre trop d'emplois, la recette fiscale des zones rurales, parce que c'est là-bas qu'il y a aussi beaucoup de bureaux tabac, elle descendrait trop. En gros, il y aurait des parties... Donc, continuer à crever, quoi. Il y aurait des parties de la France qui sombreraient un peu économiquement, quoi. Est-ce que tu as des exemples de politiques anti-tabac qui sont vraiment strictes à l'étranger, par exemple? Alors, déjà, en Australie, par exemple, ça a été le premier pays à adopter le paquet neutre en 2012. En fait, eux, ils ont retiré tous les logos et les couleurs des marques pour diminuer leur attrait visuel. Et les taxes, elles sont aussi très élevées sur les produits du tabac. Par exemple, un paquet de cigarettes, ça coûte un peu plus de 25 €. Donc, c'est chaud.
En vrai, c'est énorme, mais tu réfléchis à 2 fois quand tu veux en acheter un. Et surtout, tu réfléchis. Quoi. Ouais, voilà, et tu réfléchis à 2 fois avant de le fumer en 3 jours, tu vois. Ça a marché ou pas? Bah oui, là-bas, il y a beaucoup moins de fumeurs qu'ici. Et en fait, ça a réduit le taux de tabagisme chez les adultes, mais surtout chez les jeunes. Ça, c'est bien. Et on a la même chose en Nouvelle-Zélande qui, elle, en gros, leur objectif pour 2025, c'est d'avoir moins de 5% de la population qui est fumeuse. Ok. Et eux, pour ça, ils ont des taxes super élevées, du coup, aussi sur la cigarette. Mais la vente de tabac, elle est aussi interdite aux personnes nées après 2009. Ça, c'est incroyable. Et en fait, c'est pas con parce que ça crée des générations qui seront juste sans tabac parce qu'elles seront interdites de fumer légalement. Quoi. Ça, c'est trop bien parce qu'on leur instaure ça dès le début. Genre, ouais, même ça crée pas de disparité de. En fait, il y a des gens entre guillemets cool qui vont fumer c'est et ça. d'autres non. Là, en fait, c'est tout le monde. Et du coup, ils auraient peut-être dû faire ça avec notre génération, qui sait. En vrai, c'est la France, ils devraient s'en inspirer, tu vois. Bah, carrément. Ouais, mais après. Tu crois que ça marcherait pas? Non, mais surtout après, moi, j'aime pas trop les interdictions aussi. Je suis persuadée qu'il y a des jeunes en Nouvelle-Zélande qui arrivent à se procurer des clopes et qui arriveront aussi. C'est comme l'alcool. C'est pas censé être vendu aux mineurs et dans les soirées de mineurs, t'as de l'alcool. T'as toujours des gens qui arrivent à faire des Il y aura toujours un moyen de passer derrière, mais ça. En fait, si ça réduit le plus grand nombre, carrément. Fonçons, tu vois. Carrément. En tout cas, le mois sans tabac en France, c'est maintenant. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez télécharger gratuitement l'application Tabac Info Service pour avoir un programme d'accompagnement personnalisé, aussi des conseils de tabacologue, des mini-jeux et aussi des vidéos de soutien. Il est 19h26, de notre côté, il est temps de dénoncer. Green flag. Red flag. Bon alors les filles, c'est quoi vos red flags concernant la cigarette, Flo? Alors, moi c'est un red flag un peu drôle. C'est oui, bon, à moindre mesure. Mais c'est les gars qui se baladent avec un briquet alors qu'ils fument pas. Mais qui fait ça? Il y en a plein, j'en connais particulièrement un. Et c'est un truc que je trouve un peu de glamouriser le genre allumer la cigarette de quelqu'un ou transmettre du feu. Moi j'ai jamais vu un fumeur qui se balade avec un briquet. Peut-être que ça fait gros, tu vois. Ouais, non, ok, d'accord. Bon, en tout cas, si j'en crois un, je vais vraiment lui dire, mais t'es bizarre, toi. Je vais lui dire, tu comptais allumer une bougie. Enfin, je vais même pas penser au club. Mais grave. C'est quoi ton red flag, Leïla? Moi, c'est déjà les fumeurs, vous me faites chier. Mais c'est eux mes red flags. Ouais, l'odeur de la clope dans les cheveux après une soirée. Moi, je sais que ça me donne la migraine, l'odeur, la fumée et tout. Et le délire qu'il y ait une deuxième soirée dehors ou une deuxième soirée dans le fumoir parce que il y a tous les fumeurs qui sont là. Ah, ça me gave. Ma phobie. C'est clairement mon red flag. C'était les fumeurs en soirée. Je les déteste. Désolée. Ils sont toujours en train de faire une contre-soirée. On les supporte plus. Et bien évidemment, les gens qui fument sur toi dans les lieux publics, surtout les lieux étroits là. T'es là, moi je suis grave la meuf qui fait ça là. Moi aussi. Moi je fais remarquer que tu me fais chier avec ton odeur en fait. Ouais, mais mes cheveux en train de manger et ils allument une cigarette et ça c'est genre ça manque de respect. C'est un manque de respect grave. Vos green flags du coup, Florence? Moi c'est tout simplement les gens qui arrêtent, on se déclic et c'est pas évident, mais en plus on dit souvent que quand t'as une envie soudaine, il suffit d'attendre entre 2 et 4 minutes et en fait ça passe. Et je pense que ça peut aider ceux qui ont envie d'arrêter de se dire ça qu'en fait il faut penser à autre chose et tout. Et aussi ceux qui culpabilisent pas ceux qui n'arrivent pas à arrêter. Parce que moi je pense à quelqu'un ici qui s'appelle Maël. En régie souvent, il disait non mais c'est une histoire de volonté, qu'en fait on peut tout arrêter par volonté et j'aime pas cette mentalité parce que non mais là on parle d'une addiction. Là c'est plus difficile. Et voilà, donc non, la volonté ne suffit pas. Ok. Voilà. Ton green flag, Leïla? Moi, c'est ceux qui arrêtent, mais après des années, parce que plein de fois, j'ai entendu des trucs du genre, déjà, ma santé, elle est déjà niquée, donc je vais pas... Mais en plus, c'est un bien truc mourir de quelque chose. T'arrêtes avant, je sais plus si c'est 30 ou 40 ans, je crois que c'est 40. En fait, au bout de 7 ans... Tes poumons se régénèrent. Voilà. Oui, voilà. Et du coup, non, c'est pas trop tard. Donc, si vous avez ce projet-là, c'est très bien, et continuez. Moi, je vais vous aider. On vous encourage. Et dans tous les cas, je suis dans la ligue. Les fumeurs, ils font chier. Donc, on vous déteste. Donc, si vous voulez sortir de la ligue fumeur, venez. Venez nous rejoindre, c'est trop bien. C'est cool. C'est trop cool. On respire bien. On va bien. Et poisson. Et moi, mon green flag, vous savez que l'âge moyen de la première clope, c'est 13, 14, 15 ans. Moi, mon green flag, c'est les jeunes qui ne cèdent pas et qui ne commencent jamais sous cette pression sociale, ce truc de mais c'est cool de fumer et tout. Non. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop ce truc de ces hype de fumer quand je vois les plus jeunes que moi. Peut-être c'est plus générationnel, mais en tout cas, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est ça mon green flag. Pour rappel, la cigarette, ça fait chaque année en France environ 75 000 décès. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il n'est jamais trop tard pour arrêter. Et vous le savez, cette année, dans l'appui et le beau temps, on vous parle de l'actu d'aujourd'hui, mais aussi d'hier. Et vous allez voir qu'autrefois, cigarette n'était pas forcément synonyme de danger.
Hier et aujourd'hui. Alors, pour la petite histoire, la cigarette telle qu'on la connaît apparaît entre 1830 et 1840. Et c'est en 1843 que la première machine à fabriquer les cigarettes est inventée. Et en 1880 que leur fabrication est automatisée. Donc, je crois qu'on peut le dire, les filles, hein, c'est le début de la merde. C'est clairement le début des problèmes. Puisqu'à l'époque, la consommation de clopes, ça se répand très rapidement en France. Au point qu'en 1926, c'est 10 milliards de cigarettes qui sont vendues par an dans le pays. Et la première guerre mondiale de 14-18 va donner ensuite une accélération à cette consommation et ensuite très vite les marques américaines s'emparent du marché mondial. Alors la deuxième guerre mondiale c'est encore pire, clairement c'est la débandade. Pourquoi ? Parce que les GI américains qui sont venus libérer l'Europe apportent avec eux leurs fameuses cigarettes blondes, vous voyez les longues là, et du coup après la seconde guerre mondiale la cigarette devient la base clairement, hein. Le tabac blond et les marques américaines sont en expansion et même les femmes s'y mettent. À ce moment là la cigarette devient aussi accessible à toutes les classes de la société. Donc le service d'exploitation industrielle des tabacs qui devient après la CETA en 1935 détient le monopole du marché du tabac. Et en 1926, le président de la France, Raymond Poincaré, crée aussi le service d'exploitation industrielle des tabacs qui détient le monopole de la production et aussi de la distribution du tabac sous contrôle de l'État. Donc jusque-là, il faut savoir que les scientifiques ne s'intéressaient pas du tout au tabac, ni même aux dangers qui le provoquaient. Non, parce qu'en fait, à l'époque, Florence, fumer, c'était juste cool. Ouais, heureusement, aujourd'hui, fumer tue, c'est aussi évident que l'eau, ça mouille. Mais en effet, à l'époque, on se faisait enfumer. Comme tu le disais, du coup, le tabac, c'était la base post-guerre. Ce qui fait bader, c'est qu'en fait, en 1953, le Times publiait un article qui prouvait qu'il y avait un rapport entre cigarettes et cancer. La suite logique, ça aurait été que tout le monde s'excite et puis que ça s'inverse. Mais non, parce qu'en fait, à ce moment-là, est né un mensonge, mais géant, où les industriels du tabac ont fait une réunion pour mettre en place ce qu'on appelle la stratégie du doute. Ok, c'est quoi ? Alors, c'est une stratégie à des millions de dollars, hein, déjà. Bien sûr. Et l'idée, c'était de noyer le poisson en faisant des études parallèles, histoire de dire, bon, oui, d'accord, la cigarette provoque des cancers, mais attention, c'est un cancer comme un autre, parce qu'il y a aussi ça, il y a ci, il y a ça. Enfin, en fait, vraiment, semer le doute. Ouais, faut bien mourir de quelque chose, quoi. Ouais. Sachant qu'ils ont aussi modifié chimiquement les cigarettes pour qu'on devienne addict, carrément. C'est ça, carrément. Et en fait, cette histoire, ça pose aussi des questions sur nous, individuellement, parce qu'inconsciemment, on a tous des biais cognitifs qui nous poussent à refuser de voir la vérité en face. Dans un langage plus vulgaire, on fait tous l'autruche avec n'importe quoi, hein. Ça vaut pour énormément de situations. Parce qu'une fois qu'on se persuade de quelque chose, c'est beaucoup plus dur de changer d'avis que de ne pas se remettre en question. Résultat, c'est hyper important qu'on le veuille ou non de s'entourer de points de vue différents. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de vous faire avoir avec une news ou autre chose ? Genre failli adhérer à une théorie du complot, je sais pas. Moi je vais parler des extraterrestres, on va me taper, donc bon vas-y. Vas-y. Oui, un jour j'ai parlé avec quelqu'un. J'ai parlé avec quelqu'un qui croyait dur comme fer, il m'a parlé pendant 3 heures, à la fin j'étais en mode ils sont là, ils sont sur Terre, ils existent. Oui, c'est bien confirmation ça, tu vois. Exactement. Là j'ai rien qui me vient en tête. Ouais. Tu t'es fait avoir, mais si, Black Friday, tu te fais avoir. Ouais, si en vrai j'ai l'impression de faire des économies et j'achète là. Ouais, c'est vrai. Je m'en souviens qu'on en avait parlé l'année dernière. Ouais, même les soldes. Hyper inconscient. Sachant que j'achète rien de soldé, rien de Black Friday, et tu vois. Et toi ? Moi c'est un truc, en vrai ça craint, mais genre quand j'étais plus jeune, ça parlait déjà du réchauffement climatique, mais comme un truc très lointain. Ouais, et moi j'ai un biais qui fait que j'arrive pas à calculer quand quelque chose est loin, à quel point c'est grave. Ok. Et du coup, je capte. J'étais en mode moi individuellement, écoute, la fin du monde, je trie, je supprime mes mails, tu vois. Mais en fait, moi j'ai ce petit biais-là, j'avoue. Je pense qu'on l'a tous en réalité. Ouais. Oui. Mais en tout cas, cette désinformation, elle n'a pas infiltré que le domaine de la science, mais c'était aussi à travers la publicité, par exemple. Et les cigarettiers payaient des gens pour avoir des témoignages dans leur sens. Ça, c'est complètement fou. De là, du coup, à se retrouver avec des médecins ou des sportifs qui disaient que non, fumer, c'était top pour la santé. Et heureusement, aujourd'hui, tu vois, on est sorti de ce mensonge grâce à plein de documents, notamment. Ouais. Mais c'est une stratégie qui est toujours utilisée dans plusieurs domaines. Oui, on peut citer justement, on en parlait du réchauffement climatique. Et ce qui est dingue, c'est qu'en 2024, ça prend encore une autre dimension avec les réseaux sociaux. Parce que même si les climato-sceptiques sont moins nombreux que les autres, les gens normaux, ils sont plus actifs. Et du coup, ça suffit pour créer de la controverse. Et en parlant de controverse, c'est une bonne question. Léla, tu vas me répondre. Comment, à l'époque, quand la cigarette, c'était un peu la base, on a pris le fait que même des femmes se mettent à fumer ?
Ouais, bah déjà, avec la libération des femmes pendant les années folles, en fait, ça a offert une opportunité de fou à l'industrie du tabac. Ouais, parce que du coup, en 1929, on a l'agence du publicitaire George Washington Hill, donc, qui était président de l'American Tobacco. Et en fait, eux, ils ont lancé une campagne pour la marque Lucky Strike sous le slogan Torch of Freedom, donc les torches de la liberté. Waouh! Et cette campagne, elle est orchestrée par le célèbre publicitaire Edward Bernays. Ouais, donc lui, c'est le neveu de Freud. Ouais, ok. Ouais. Et père de la publicité moderne, de ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Et en fait, lui, il a mis en scène des femmes qui défilent en fumant dans les rues de New York. Et après ça, en fait, la cigarette, c'est devenu le symbole de libération et de modernité pour les femmes. Et dans les décennies qui ont suivi, il y a des campagnes de pub qui ont continué de viser les femmes avec des slogans comme Reach for Lucky instead of a sweet. Donc, prends une Lucky au lieu d'un bonbon. En fait, ça visait à rassurer les femmes préoccupées du coup par leur poids. Et du coup, la cigarette s'était présentée comme un moyen de rester mince et attirante et sexy et glamour. Et en fait, en 68, on a Philip Morris qui lance la marque Virginia Slims. Et en fait, là, c'est tout simplement les premières Vogue. Et ça, c'est conçu particulièrement pour les femmes. Ouais, c'est vrai que ça a une esthétique très... longiligne. Féminine et tout. Et c'est vrai même dans les films, tu vois des femmes super belles avec leur Vogue, les petit robes chapeau. et tout, ouais, c'est exactement ça. Après, avec les progrès, c'est qu'avec les progrès de la lutte anti-tabac des années 90-2000, qu'on prend conscience des stratégies de cette industrie pour cibler les femmes. Ouais, et on a même des études qui sont sorties qui montrent que l'industrie du tabac, elle a sciemment exploité les valeurs féministes et de libération pour inciter les femmes à fumer, tout en connaissant les dangers pour la santé de la cigarette. Et on a plusieurs pays qui interdisent aujourd'hui la publicité pour le tabac, mais en fait les effets des décennies de marketing intensif, ça reste quand même perceptible dans les habitudes de consommation des gens et surtout dans le taux de tabagisme chez les femmes, quoi. Comme quoi on est vraiment manipulé. Je me demande pas si c'est pas les femmes qui fument plus que les hommes. Si c'est les femmes qui fument le plus. Si. C'est ça. Si. Vous trouvez ça beau? Il y a grave un débat en mode les meufs qui fument c'est trop moche, les meufs qui fument pas c'est pas élégant et tout. Ouais, mais c'est vrai que ça revient souvent. Ça revient souvent. Oui, ça revient souvent. Vous en pensez quoi? Moi je trouve pas ça beau, je trouve ça pue, quoi. Ouais, mais après je trouve faut pas faire de distinction femmes-hommes aussi, tu vois. Pour moi ça pue pour les deux. Clairement. Je pense que vous avez compris si on déteste. Je m'en fous de l'esthétique que ça peut avoir, vraiment, je m'en tape. Je capte. C'était juste la petite question pour faire ma petite commère. Vous connaissez, on est dans les sondages. En ce mois sans tabac, on a décidé de vous raconter l'histoire de la cigarette et aussi son introduction dans la société au fur et à mesure du temps. Et si aujourd'hui on sait indéniablement que fumer tue, à l'époque, et on en a parlé longuement juste avant la musique, fumer c'était vu comme cool et sans danger pour la santé. Ça paraît fou aujourd'hui. Et cette désinformation, elle était telle que même les médecins se mettaient à inventer des pseudo-études scientifiques pour simplement protéger l'industrie du tabac qui déjà au début du XXe siècle, après les grandes guerres, a rapporté beaucoup d'argent à l'État. Heureusement, en 1950, les premières études ont prouvé la toxicité du tabac et figurez-vous que c'est en 1957 que le tabac a officiellement été reconnu par l'OMS comme une toxicomanie. Et là, dès les années 50, il y a une véritable prise de conscience. Ouais, en fait, les premières préoccupations de santé publique concernant le tabagisme, c'est dans les années 50, comme tu as dit, mais c'est surtout aux États-Unis et au Royaume-Uni, parce que c'est là-bas qu'on a commencé à établir le lien entre consommation de tabac et cancer. Et en 52, le magazine Reader's Digest, donc lui, il publie un article choc qui est intitulé Cancer by the Carton avec un O, donc carton. Donc qui expose du coup les risques pour la santé associés à la cigarette, et ça marque vraiment la première étape de la sensibilisation à grande échelle du public américain. Et c'est dans les années 60 qu'on aura les premières campagnes officielles. Ouais, en 64, on a le rapport du Surgeon General, donc aux États-Unis, qui compile plusieurs études et qui conclut que fumer est une cause majeure de maladies comme le cancer et les maladies cardiaques. Et ce rapport, ça donne un fondement scientifique solide du coup aux premières campagnes de santé publique. Donc un an plus tard, on a le Congrès américain qui adopte une loi qui impose un avertissement de santé sur les paquets de cigarettes. Vous vous rendez compte que c'est super tôt. On parlait d'Australie, c'était genre les premiers à faire des paquets neutres, c'était en 2012. Donc là, on est dans les années, en 1965. Et du coup, il y avait écrit fumer est dangereux pour la santé sur les paquets de cigarettes. Et c'est une des premières tentatives pour contrer l'influence massive de l'industrie du tabac. Ouais, et dans les années 70-80, on voit carrément que les campagnes sont visuelles et beaucoup plus agressives. Ouais, on montre directement les conséquences du tabagisme sur la santé, donc avec des témoignages de malades, des images d'organes endommagés. On interdit les pubs de cigarettes à la télé, à la radio, aux États-Unis par exemple, alors qu'en France, on n'en est pas du tout là dans les années 70-80.
En France, la sensibilisation au tabagisme, elle est encore en retrait à cette époque-là. Et la première campagne d'ampleur qui est lancée par la Ligue nationale contre le cancer, c'est dans les années 70. Mais il faudra attendre la loi Veil en 76 pour voir la première réglementation sur la publicité pour le tabac. Et en fait, cette loi, elle a limité les publicités, elle a imposé des messages de prévention. Et ça a été la première étape vers la prise de conscience collective qu'on peut avoir aujourd'hui. Et sachez qu'on part de très très loin, parce que attention, ce qui va suivre est lunaire. Avant, on pensait qu'on pouvait carrément réanimer les morts avec du tabac. Flo, c'est atroce. C'est vrai ou pas? Bon, encore une fois, attention, tout ce que je vais raconter va être lunaire. Ah ouais. Mais en effet, du coup, au XVIIIe siècle, les savants pensaient qu'il fallait souffler du coup de la fumée dans l'anus des gens pour leur redonner vie. Notamment pour les gens qui se noyaient, parce qu'en fait à l'époque c'était fréquent puisque peu de personnes savaient nager. Du coup c'était vraiment la technique la plus recommandée. Par contre il y a absolument zéro explication. D'ailleurs on sait pas non plus qui est le petit génie qui a et en fait je me dis pourquoi l'anus, il y a d'autres trous, je sais pas, il y a les oreilles, il y a les narines. Ça me tue, j'ai pas de sous. Mais justement ça a pas non plus été construit à partir de rien, dans le sens en fait ils étaient vachement dans l'observation des éléments qui les entouraient, et par exemple ça pouvait faire écho à la manière dont ils voyaient les cigognes hiberner, du coup bec au cul. Et plus qu'elles se réveillaient, tu vois, enfin il y avait un truc de c'est par ici. Elles ont dormi 6 mois et puis elles avaient oui. Et du coup, en fait, à l'époque, c'est des machines qui ressemblent à des tuyaux qu'on trouvait dans les grandes villes, à côté des cours d'eau. Ouais, c'est ça. Un peu comme on trouve du coup. Il y a quelqu'un qui fait une crise cardiaque. Va chercher le tuyau. Le truc qui ressemble à la paille. Mais après, il y a des trucs ghetto, genre juste prends une pipe. Enfin, tu vois, genre. Du coup, un peu comme on trouve des défibrillateurs aujourd'hui. Et du coup, cette idée de réanimation des morts, c'est aussi qu'à l'époque, c'était assez commun de se retrouver enterré vivant prématurément. Oui. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on n'était pas aussi renseigné que maintenant sur le coma. Oh mon Dieu, la première fois que ça a été testé, ça devait être une sorte. Mais même imagine, t'es dans ton personne. cercueil vivant comme ça et t'es genre, il y a quelqu'un. Et en Mais plus, t'as même, du tabac dans le genre cul. la personne. Non, mais la personne qui a cru qu'elle réanimait un mort alors que c'était juste quelqu'un qui avait perdu connaissance. Genre, elle s'est dit, attention, je vais lui souffler. Non, mais imagine, tu te réveilles, mais non, il y a rien qui va. T'es enfermé, t'es enterré, t'as du tabac dans le ton cul. pantalon qui est baissé. C'est quoi? Non, ça va trop loin. Non, c'est Ça va horrible. trop loin. Et attention parce que, à part le tabac dans l'anus, il y avait aussi d'autres techniques mises en place tout aussi folles. Ok. Entre autres, du coup, uriner dans la bouche de la personne qui semblait morte. Ou encore, la placer entre deux personnes toutes nues. Mais ça va, tout va bien. Mais ils sont malades. Mais comment? J'ai l'impression d'avoir écrit avec mon imagination. Mais non. Pas du tout. Je vous jure, c'est sourcé, c'est pas vraiment. C'est n'importe quoi. Horrible. Merci, tu sais, Florence, ce Mais soir, c'est on dormira très moins marrant. con. Ouais. Avec plaisir. Et si vous voulez vous renseigner, tapez juste tabac dans l'anus. Autrefois. Bon, on n'est pas responsable de ce que vous trouvez. Mais surtout que c'est horrible, il y a beaucoup d'histoires qui mêlent ces deux éléments. Moi, j'avais entendu anecdote. Ok, vas-y, Rien à voir. raconte. Dis-nous tout. On oublie tout, ça y est. Genre, c'est juste, il y a une personne, c'est un on dit qui va durer longtemps. T'as entendu que. C'est ça. En gros, j'ai entendu qu'une personne avait une amie qui bossait, qui était promptologue, c'est ça? Le médecin qui s'occupe de tous les problèmes des fesses. Ok, ouais. Je crois que c'est ça. Ok, on va vérifier. Onctologue. Non. Pronctologue, ouais, peut-être. Oui, bon, je sais Bon, plus. bref. Je peux aller vérifier. Va vérifier pendant que je commence. Et en gros, cette personne racontait qu'elle avait reçu un couple et en fait, le mec arrive avec son anus complètement carbonisé. Elle est là genre, monsieur et tout, qu'est-ce que, waouh, enfin, pourquoi et tout. Et puis là, il lui dit, ça fait 12 ans que je suis avec ma femme et depuis 12 ans, quand elle fume, elle s'écrase la cigarette dans mon C'est anus. une blague. Depuis 12 ans, il... Je suis en choc. Et là, je regarde pendant mes recherches. En vrai, du coup, tu te perds sur Internet quand tu fais ce genre de Proctologue. recherche. Tu vois. Un proctologue. Ok, merci. Et ben, sur Internet, je voyais qu'il y avait un article Vice qui, vous savez, dans les pays nordiques, on met du tabac sur la gencive. Ah, les snus. C'est ça. Les snooze, ouais. Et il y a Ouais. beaucoup d'adolescents qui se retrouvent avec des problèmes parce qu'ils ont essayé de se mettre derrière. Enfin, Mais il y a les gens vraiment des ont gens qui ont un- des expériences, des idées. oui. Ah non, Oui. c'est horrible. Oui. Ah ouais, d'accord, ok. Et Voilà. c'est potentiellement très dangereux. Ah donc oui, c'est ne très faites dangereux. pas ça c'est chez très, vous. Très. Oui, ne faites pas ça. C'est pas du tout une Oui, reco oui. justement juste après, mais Pas du c'est tout, pas du ouais, tout. vraiment pas du tout. Bon, allez, 19h50, on termine cette première heure avec nos recos sur le premier sujet du jour, le tabagisme. Les recos de la pluie et le beau temps.
Bon alors Florence, on sait que tu vas pas nous recommander de nous mettre un anus dans HUC. Quel est ta reco concernant le tabagisme? Ouais, donc tout à l'heure j'évoquais comment on instrumentalisait du coup la science pour démentir la science. Et ça justement c'est tout l'enjeu d'un sublime documentaire Arte qui se nomme La fabrique de l'ignorance. Il est tellement bien. Il est génial, il est intéressant, il est utile et du coup il y a plein de choses dont on a évoqué par exemple le tabac machin, mais ça aborde plein de thèmes différents et en fait t'es un peu bouleversé après. Et en plus tu le vois pas passer. Exactement. Genre c'était Non, quand il se termine t'es en mode mais les documentaires Arte sont souvent très très intéressants. Hein, il y en a un aussi sur la cigarette électronique mais je me souviens plus du titre à chaque fois. Mais oui, sur la vape. Oui, ouais. Oh, toi, t'as une reco comme ça? C'est du coup ma reco. Du coup, je suis. C'est un documentaire Netflix qui s'appelle Big Vape. En fait, je pense que tu devais parler de ça. Et ça parle de la chute de Juul, donc J-U-U-L, non pas notre Juul français, qui a été pendant un temps le géant de l'e-cigarette, donc des fameuses puffs. Et c'est hyper intéressant parce que ce documentaire, il revient sur le scandale qui a touché les États-Unis avec cette vape qui s'appelait la Juul. Et cette vape, elle était particulièrement destinée à la jeunesse. Mais en fait, il s'est avéré que ces vapoteuses étaient tout aussi dangereuses que la cigarette. On en a parlé tout à l'heure avec toi, Leïla. Mais entre-temps, l'entreprise est devenue multimilliardaire. Donc, ils se sont fait grave des sous. Mais on a découvert que c'était hyper cancérigène, que c'était hyper dangereux. Mais ils continuaient de vendre. Donc, c'est toute l'histoire de ce géant à chaque fois, ça de la arrive en puff. France. En fait, il y a déjà eu des effets aux États-Unis. Voilà. C'est ça. Mais c'est sur plusieurs épisodes. C'est hyper intéressant. Et on le redit, du coup, la puff. Et même ça, je pense, c'est une bonne prévention, tout ça. Donc, genre, t'es fumeur, tu regardes, t'es. grave. C'est clair. Leïla, c'est quoi ta reco du coup? Moi, c'est un ancien numéro de Cache Investigation, du coup, sur l'industrie du tabac. Et ça retrace en fait une enquête d'1 an. Donc de Laurent Richard, qui révèle un peu les stratégies secrètes des industriels du tabac, les liens qu'il y a entre eux et les pouvoirs publics en France, toutes les histoires de prévention assez hypocrites qui peut être partagé par le gouvernement, etc. C'est fou la mafia, quoi. Ouais. Non, mais t'as l'impression que c'est ça, tu vois. Et en vrai, c'est super intéressant à regarder, mais ça fait flipper. En fait, tu te dis, mais est-ce qu'ils sont avec nous, du coup? En réalité, est-ce qu'ils veulent vraiment qu'on soit en bonne santé? Et la réponse est non. Ok, écoutez, merci beaucoup les filles. Là, si après 7 heures, vous n'avez pas compris que fumer, c'est dangereux. Je pense que là on a tout dit. Après, je pense que les gens qui fument savent que c'est dangereux. En vrai, tout le monde le sait. Comme t'as dit tout à l'heure, on fait un peu des gens qui ont des mentalités un peu de oui, je vois le le fameux. Mais je te jure, la phrase préférée des fumeurs, c'est faut bien mourir d'un truc. Ouais, c'est atroce. Là, mes poumons, ils sont déjà abîmés, des trucs comme ça. Mais là, c'est bien parce qu'on fait aussi des trucs pour l'empathie des autres que t'impactes. Et puis même, moi, j'ai vu que ça impactait aussi les animaux qu'on a, tu vois, genre. Oui, les animaux. Et même vos enfants, si vous fumez pas dans la même pièce, etc., ils grandissent quand même avec l'odeur de la cigarette. Ouais, et le modèle de la cigarette. D'ailleurs, petite question, est-ce que vous connaissez des gens, des enfants qui ont commencé à fumer parce que leurs parents fument? Moi, j'ai une anecdote sur ça. En gros, moi, mon père, il fumait quand j'étais petite. Et en fait, il a arrêté de fumer un jour où j'étais petite. Et j'ai dit, je vais aller jouer dans le balcon et je vais... je jouais avec mes poupées et je disais, maman, elle va fumer une cigarette. Et mon père, il s'est dit, mais c'est quoi l'exemple que je donne, machin. Et du coup, il a arrêté de fumer. C'est trop beau comme histoire. C'est une preuve d'amour ouf. Oui, c'est une preuve d'amour ouf. Gros bisous à papa en sri. Exactement.